Bonjour et bienvenue dans les marais salants de Guérande pour essayer un véhicule qui ne manque pas de sel. Je sais, je vous l'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais il ne faut pas louper des occasions comme ça. Le BMW iX2. Alors BMW a inventé le concept du SUV coupé avec le X6. C'était déjà il y a quelques années et la marque bavaroise l'a décliné absolument sur tous les modèles. Celui qu'on a aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la version coupé, entre guillemets, vous allez voir, de coupé, il n'y a pas grand-chose, du BMW X1. Et là, on est en version électrique. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il n'y a pas grand-chose de coupé sur ce X2 par rapport au X1? Eh bien, tout simplement parce que, à part la hauteur qui est plus basse, tout le reste est plus grand. C'est d'abord un long véhicule, 4,55 m de long, c'est presque 5 cm de plus que le X1. Et c'est principalement dû au porte-à-faux arrière qui s'est nettement allongé pour avoir ce profil coupé. Bon, perso, je ne suis pas un grand fan de l'esthétique, mais vous allez voir que à l'usage, c'est pas pratique non plus. Une image de plein côté pour bien mesurer les dimensions de la bête. Bon, d'accord, j'ai sali les roues, mais c'était pour la bonne cause. On va aller jeter un œil sur le coffre. On se dit qu'avec ce porte-à-faux immense, on va avoir un grand coffre. Eh bien, figurez-vous que c'est vrai. Évidemment électrique, à ce tarif-là. 525 litres, ça laisse de la place. En revanche, vous avez vu que avec la lunette arrière, bon, je vous la refais pour bien que vous compreniez. Je rebaisse. Voilà, le coffre. Et on comprend bien que il faudra rester sous le cache-bagages, sinon la lunette arrière, bam. On a une finition M Sport avec de belles jantes toutes sales parce qu'il a fallu que je fasse demi-tour dans la terre. Équipé de pneus de 20 pouces, c'est une option. Et on a de beaux étriers rouges, option également. Je vous soulève le capot, mais pourtant il n'y a rien à voir à part un beau cache plastique. Et il y a du monde quand même sous le capot. C'est l'expression consacrée de ce iX2 xDrive 30. Pourquoi xDrive 30? Eh bien, simplement parce qu'on a deux moteurs. C'est donc un 4 roues motrices. Ça m'a bien aidé à sortir de l'ornière dans laquelle j'étais coincé tout à l'heure. Donc, deux moteurs électriques. On va préciser des moteurs électriques synchrones bobinés, puisque avec Renault, BMW a pris le parti d'utiliser ces moteurs. La différence par rapport au moteur synchrone à aimant permanent, c'est qu'on n'a pas besoin de terre rare pour les fabriquer, donc c'est plus écologique et surtout ça permet de mieux les piloter à haute vitesse, donc en toute logique de baisser la consommation sur autoroute. Deux moteurs pour une puissance totale de 313 chevaux, 494 Nm de couple, le tout alimenté par une batterie. Alors elle n'est pas très grosse, ça sera sans doute le point faible de la voiture, 66,5 kWh, dont 64,8 kWh utiles. La chimie, pour ceux que ça intéresse, c'est du NMC 811, nickel, manganèse, cobalt 811. Donc c'est la chimie la plus écologique pour le moment. Alors, outre l'aspect esthétique discutable, eh bien, ce toit qui est rabaissé de 4 cm, comme sur la plupart des SUV coupés, eh bien, oblige, vous voyez. Alors, imaginez, je ne suis pas grand, mais quelqu'un de plus d'1,80 m, moi je suis déjà obligé de baisser la tête pour rentrer à l'intérieur. Et puis la garde au toit est vraiment pas terrible, donc on est finalement moins bien loti à l'arrière que dans le modèle de base, le iX1. Si j'ai pu me montrer critique à l'égard de certains aspects du véhicule, en revanche à l'intérieur, c'est que du bon. Que des louanges. Tout d'abord pour la présentation, c'est celle maintenant qu'on retrouve sur tous les modèles BMW avec cette grande dalle numérique qui est tournée vers le conducteur et surtout regardez la qualité des matériaux. Ça c'est du vrai aluminium. Ici on a un habillage matelassé, évidemment des plastiques souples, c'est très joli. Très jolie sellerie également, enveloppante, confortable. Ici avec un cuir vegan, voilà, comme on dit aujourd'hui, optionnel. C'est 400 € de plus, mais je serais presque tenté de dire que dans les options, c'est une des plus accessibles compte tenu du rendu.
Pour revenir au tableau de bord, on a face au conducteur une dalle de 10,25 pouces qui est doublée, je ne sais pas si on le voit bien, d'un système d'affichage tête haute qui est assez lisible. Et puis pour la partie multimédia, le reste d'une dalle tactile de 10,25 pouces cette fois. On peut bien sûr paramétrer différents modes de conduite, comme ça se fait maintenant chez BMW. Là on est sur Personal, on testera la position sport tout à l'heure, qui donc modifie les réglages en particulier de la suspension. On a aussi une position, voilà, je vais arriver à la trouver, efficiente, expressive, relax, digital art, si vous avez envie de vous amuser. Le volant qui est devenu un classique chez BMW avec à droite les commandes d'infodivertissement et également la configuration, vous voyez, des compteurs ici. Et puis à gauche, on va l'appeler le pilote automatique ou du moins semi-automatique et le bouton magique sur cette version M Sport qui permet d'avoir plus de puissance. Première chose au volant de ce iX2, on est particulièrement bien installé. En plus, moi j'ai des sièges optionnels qui sont très enveloppants, qui sont quand même pas trop fermes. En revanche, la suspension, malgré suspension active, hein, puisque sur le modèle électrique elle est livrée en série, est assez ferme. On va mettre ça au compte des roues de 20 pouces qui ne peuvent pas faire de miracle. Et c'est vrai que dès qu'on a des petites aspérités sur la route, ça se ressent. En revanche, on a un feeling de conduite qui est très bon. La direction, elle est précise. Et il y a une chose que j'aime bien chez BMW, je vous montre ça tout de suite. Ce que j'aime bien, c'est ça, c'est le système de récupération automatique. Donc en fait, là, vous voyez, j'ai lâché le pied de l'accélérateur. On est presque en roue libre. En revanche, dès que j'arrive dans un virage, ou s'il y avait eu une voiture devant, on aurait eu plus de frein moteur. Donc ça permet d'économiser réellement l'énergie, puisque, comme je vous le dis à chaque fois, ce qui consomme le plus, c'est de ralentir le véhicule et de repartir. Quand il est en roue libre comme ici, là je lâche la pédale d'accélérateur, vous voyez, je reste en roue libre. Par contre, si je lâchais la pédale d'accélérateur plus proche d'un virage, je vais passer celui-là, je vais le faire à celui d'après. Vous voyez, hop, j'accélère franchement. Et vous voyez, là, j'ai une décélération qui est quand même plus marquée. Donc, ça bosse automatiquement. Vous savez, le mieux pour tester la suspension, c'est encore un bon vieux ralentisseur. Là, un coussin berlinois. Bon, ça n'a pas été trop monstrueux. En revanche, vous voyez, dès qu'il y a une bouche d'égout qui dépasse un peu, et ben, on est tout de suite secoué. Bon, 313 chevaux, 494 Nm de couple, 4 roues motrices. On se dit que ça va envoyer du pâté. Alors, pour le pâté, le mieux, c'est de se mettre sur le mode spécial. Il n'y a pas encore de mode pâté, mais il y a un mode sport. Voilà, donc on sent que tiens, ça s'est un peu durci. Vous allez me dire, ah bon, c'est possible? Oui, effectivement, ça s'est un peu durci en matière de suspension et la réactivité de la pédale d'accélérateur est un peu meilleure. Vous avez vu, voilà, hop, ça déménage tout de suite. On passe de 0 à 100 en 5 secondes 6. Et puis cette fois là, on comprend pourquoi le châssis est un peu ferme. Alors attention, il y a quand même un peu plus de 2 tonnes, donc c'est pas une ballerine, mais c'est vrai que les mouvements de caisse sont bien tenus. On a une voiture qui est plaisante à emmener, et puis comme je vous disais, ça marche quand même fort. Si vous n'êtes pas sur la position sport, je suis en mode personnel, je roule tranquillement, mais d'un coup, j'ai envie de pâter. Alors, quand vous avez envie de pâter, c'est pas compliqué. Ici, vous avez le petit bouton magique, vous appuyez dessus et là il y a un décompte qui s'affiche et pendant 10 secondes vous avez droit au boost et là il y a pâté. Ça fait une petite dizaine de minutes qu'on roule à 110 km/h sur l'autoroute en Bretagne. Voilà. On est à une valeur moyenne de 66,3 décibels. Bon, c'est pas le silence de cathédrale à bord de la i7 qui m'avait vraiment soufflé. C'est une voiture qui pêche un peu, sans doute à cause de sa finition, par quelques bruits de roulement
qui remonte dans l'habitacle. C'est dû aux grosses roues de 19 pouces. Sinon, au niveau aérodynamique, j'aurais pensé, vu les lignes anguleuses, qu'on aurait eu quelques petits bruits. C'est pas le cas à 110 km/h. C'est globalement un véhicule assez silencieux, mais c'est pas le plus silencieux de sa catégorie. La ligne coupée offre peut-être une certaine originalité, mais il y a quand même un défaut quand on est au volant. C'est ça, on a une rétrovision centrale qui est vraiment pas excellente. Heureusement, les rétroviseurs latéraux sont assez généreux. Le système de pilotage semi-automatique, j'ai fait le choix d'en parler. Là, on est dans une grande courbe, c'est les cas de figure qui sont pas très bons d'habitude. On n'a pas eu de correction au volant. D'habitude, on a toujours des légères corrections. Là, la voiture a donné un cap. En fait, on a eu un angle au volant qui n'a pas bougé. Et ça, c'est plutôt bien parce que il y a encore quelques temps, on aurait une voiture qui aurait navigué à droite et à gauche. Et vous voyez, ça marche pas mal. Hein. Bon, là, on a ralenti. La voiture garde la même distance avec le camion. Si je veux dépasser, je fais ça. C'est intéressant, je suis calé à 130 km/h là depuis une bonne dizaine de kilomètres. J'ai une consommation moyenne de 20,3 kWh au 100 km, ce qui est finalement assez peu hein, compte tenu de la puissance, de la masse de la voiture, quoique la masse compte pas beaucoup sur autoroute, c'est plus l'aéro qui compte. Mais ça prouve le bien fondé du choix des moteurs synchrones bobinés sur la voiture qui peuvent être pilotés quand ils sont à haut régime. Donc on baisse un peu la consommation par rapport à un moteur à aimant permanent. Et en tout cas, bon, ça me paraît très raisonnable. On verra un peu plus loin dans l'essai si on reste à des consommations aussi intéressantes que ça. J'ai essayé de maintenir le plus possible une vitesse de 130 km/h. On doit être un petit peu en dessous. Notre consommation a baissé. On est à 19,7 kWh au 100 km en ayant fait 60 km sur l'autoroute. C'est vraiment très bien. 200 km à allure raisonnable avec une consommation assez étonnante parce qu'on a quand même fait de l'autoroute de 18,2 kWh au 100 km. C'est bien, mais l'autonomie restera de toute façon le talon d'Achille de la voiture puisque BMW annonce 417 km en cycle WLTP avec la batterie relativement petite. Je vous rappelle qu'il fait 64,8 kWh utile. Eh bien, si je calcule bien, on doit être légèrement au-dessus de 350 km maxi. Donc ça veut dire qu'en pratique, on fera 300 km. Pour un véhicule à vocation un peu familiale, c'est quand même très juste. S'il consomme relativement peu compte tenu de ses performances, de sa puissance, eh bien en revanche, le X2 est beaucoup moins bien loti en matière d'allure de recharge. En charge courant alternatif, on est limité à 11 kW, sauf si, comme dans le cas de notre voiture, on a l'option chargeur 22 kW, un chargeur qui coûte quand même 750 €. Et puis de toute façon, vous voyez, sur la borne sur laquelle on est, il y a un autre véhicule, donc on est limité à 11 kW. En plus, petite mesquinerie, pour un véhicule de ce tarif, vous le saurez à la fin, comme ça vous restez jusqu'au bout, eh bien le câble est quand même facturé en supplément 400 €. C'est pas beaucoup mieux en charge rapide puisque on est limité à 130 kW, ce qui fait qu'avec la petite batterie et une allure de charge pas très rapide, il vaudra mieux éviter l'autoroute. Au moins aujourd'hui, les 4 roues motrices nous auront été utiles à quelque chose tout à l'heure déjà pour sortir des marais salants. Et puis là, pour j'espère arriver à sortir de la plage parce que en plus aujourd'hui c'est les grandes marées, on va avoir un coefficient qui va dépasser les 115. Donc je pense que la mer, d'ici 2 heures, va recouvrir complètement la voiture si j'arrive pas à partir. Non, pour redevenir sérieux, que penser de ce iX2? Alors j'aime bien les petits noms poétiques comme ça, iX2 xDrive 30. Donc bimoteur, alors côté puissance, bon c'est vrai que là il n'y a rien à dire. C'est presque aussi sportif que les versions thermiques de ce X2 qui existe, hein, puisque vous savez que BMW n'a pas tiré un trait sur les modèles thermiques. En revanche, ce modèle électrique, bon déjà, allez, je vous dis le prix pour commencer, 58 150 € en finition
de base, il faut ajouter 4 000 € pour avoir la finition M Sport. Et sur notre modèle d'essai, figurez-vous qu'on a plus de 18 000 € d'équipement. 18 000 € d'options. On pourrait s'acheter une autre petite voiture, je ne vous donnerai pas la marque, en porte-clés. Ça nous emmène à 77 000 €. Et pour 77 000 €, si on prend beaucoup de plaisir au volant, je trouve qu'il y a quelques petits trucs qui pêchent. Premièrement, l'autonomie, même si la consommation électrique est extrêmement mesurée par rapport à d'autres concurrents, la petite batterie fait que on n'ira finalement pas très loin. La vitesse de charge en plus fait qu'on n'ira pas très loin non plus, parce que BMW annonce 130 kW, malheureusement ce qu'on n'a pas pu vérifier. Si vous devez faire des longs parcours avec une petite batterie, eh ben, ça ne le fera pas. Évidemment, il n'y aura pas de bonus écologique à la clé, puisqu'il ne faut pas dépasser les 47 000 €. Et puis, moi, le dernier point qui me dérange, bon, c'est une affaire de goût, c'est le style de la voiture. Je ne vois pas bien par rapport à un iX2 ce qu'apporte cette version, un iX1 pardon, ce qu'apporte cette version coupée, si ce n'est plus de difficultés à monter aux places arrière.